Bonjour à tous, bienvenue dans cette première émission de Démocrate Parole de l'équipe d'Olimont-la-Caraïbe. Je suis Stéphanie Belrose et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission. Pour cette première, en ce mois de mai, mois des mémoires, nous allons parler aujourd'hui des abolitions et des enjeux de la mémoire liés à l'esclavage. Et nous aborderons aujourd'hui trois axes. Nous reviendrons d'abord sur les processus des abolitions. Ensuite, nous verrons comment l'histoire et la mémoire se transposent dans l'espace public. Et pour finir, nous reviendrons sur la loi Taubira qui a 20 ans cette année et sur son impact, notamment dans l'enseignement. Alors, pour discuter avec moi aujourd'hui, nous aurons plusieurs intervenantes. La première sera Dominique Rogers, maîtresse de conférence à l'Université des Antilles et de la Guyane, spécialiste des sociétés antillaises modernes. Nous aurons ensuite Jessica Pierre-Louis qui viendra, elle est docteur en histoire, spécialiste des livres de couleur. Lui succédera Audrey Célestine depuis Paris, qui est maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Lille et qui est spécialiste de sociologie politique et qui s'intéresse notamment aux populations noires en France et au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Et puis pour terminer, nous aurons deux membres de l'équipe Olimont-la-Caraïbe qui nous rejoindront. D'abord Elisabeth Landy, qui est professeure agrégée d'histoire, et Elsa Juston, également professeure agrégée et présidente de l'association Olimont-la-Caraïbe. Alors, pour débuter, j'ai à mes côtés Dominique Rogers, maîtresse de conférence, je l'ai dit, à l'Université des Antilles et de la Guyane. Bonjour Dominique. Université des Antilles, des Antilles, c'est vrai. Mes excuses. Je vous en prie. Bonjour Dominique, merci d'être avec nous. Bonjour Stéphanie. Alors, en ce mois des mémoires, nous commémorons l'abolition de l'esclavage de 1848. L'esclavage n'a pas été aboli soudainement en 1848. Il s'agit d'un processus qui a commencé dès 1794 avec une première abolition. Et les historiens ont montré que le rôle des esclavisés de Saint-Domingue a été important dans l'aboutissement de cette première abolition. Alors Dominique, quelle est la situation de Saint-Domingue en 1794 et comment obtient-on cette abolition? Alors en fait, la date de 1794, c'est la date de l'abolition à Paris. Le 14 février 1794, où la Convention montagnarde décide effectivement d'abolir l'esclavage dans l'ensemble de l'empire colonial français. À Saint-Domingue, l'abolition, elle est décrétée dès 1793, et effectivement par Sonthonax et Paul Vérel, qui chacun, l'un pour la partie nord, Sonthonax, et l'autre pour la partie sud, Paul Vérel, décide de décréter l'abolition générale pour ces différentes parties de Saint-Domingue. Quelle est l'importance des esclavisés? Elle est absolument majeure. Sonthonax et Paul Vérel sont donc des commissaires de la République. Ils sont venus en 1792 pour faire appliquer le décret du 4 avril 1792 qui effectivement donnait la citoyenneté aux libres de couleur. Or, entre-temps, a eu lieu la révolte des esclaves de Saint-Domingue, donc en août 1791, des esclaves de la partie nord de Saint-Domingue, qui en quelques jours vont absolument détruire l'ensemble de l'appareil de production de l'île et qui, de 1794 à 1793, progressent d'abord, maintiennent leur révolution et qui vont progresser dans la partie nord de Saint-Domingue jusqu'à être un mouvement tellement important qu'on ne peut plus les arrêter. Et la partie nord, en 1793, elle est complètement dominée par les leaders, par Jean-François, par Toussaint Louverture, par les leaders effectivement du monde servile qui ont pris le pouvoir. Donc, arrivé pour faire appliquer le décret en faveur des libres de couleur, très vite, les commissaires se rendent compte que la situation est hors de contrôle, qu'ils ne pourront pas arrêter les leaders esclavisés, que la seule solution qui leur est donnée, c'est effectivement de tenter un coup de, je sais pas si c'est un coup de force, en tout cas, un coup de, d'essayer de changer en faisant quelque chose, un acte fort, et ils proposent l'abolition générale. Pourquoi ils le décident? Donc il y a effectivement cette situation des esclaves qui effectivement ont le pouvoir dans la partie nord et qui commencent à descendre sur la partie ouest. Donc effectivement, il y a nécessité d'agir. Et puis, c'est surtout qu'effectivement,
ces leaders ont décidé de passer, Jean-François Toussaint passe, et Biassou décide de passer aux Espagnols. Et donc il y a le risque de perdre la partie française de Saint-Domingue. Si on est tout à fait juste, Santonax, ce n'est pas qu'une décision, je dirais, opportuniste, même si elle n'est pas conforme aux décisions qu'il avait, aux instructions qu'il avait en arrivant. C'est un abolitionniste convaincu, et c'est quelqu'un qui, après, va effectivement agir en faveur des esclavisés. Donc de ce point de vue-là, sans cette révolte des esclaves de Saint-Domingue, eh bien on n'aurait jamais eu l'abolition de l'esclavage. C'est vraiment, ils ont un rôle majeur dans ce processus. D'accord. Et au final, l'abolition, cette première abolition, c'est un échec. Puisque, est-ce qu'on peut considérer déjà que c'est un échec? Même si l'esclavage est rétabli en 1802. Alors, je pense qu'elle n'est pas complètement un échec. D'abord, c'est un moment extraordinaire, c'est un moment extrêmement fort. Et je pense que de manière très caractéristique, quand on compare la manière dont la Martinique et la Guadeloupe ont vécu ce moment-là, d'un côté la Martinique, il n'y a pas eu d'abolition, la Guadeloupe, il y a eu l'abolition. Il y a une mémoire, même dans nos étudiants aujourd'hui, les étudiants guadeloupéens ont une mémoire de cette histoire. Le fait de se savoir qu'on a été libre, qu'on a fait des choix, qu'on a été des soldats de la liberté, c'est quelque chose qui a marqué l'imaginaire de la population guadeloupéenne. Ça a eu des conséquences très pratiques. La forme qu'a pris l'esclavage, pendant la liberté générale, et des décisions qui sont prises en matière de conditions de travail, qui ne seront plus jamais les mêmes en Guadeloupe et qui vont rester comme elles étaient à la Martinique. Donc nous, et puis voilà, on oublie trop souvent que parmi ceux qui sont rentrés dans l'esclavage en 1802, il y a tout un lot de gens devenus propriétaires, devenus soldats, s'étant mariés à des hommes libres, qui vont rester effectivement, qui ne vont pas retourner en esclavage et qui restent libres. Et tous ces gens-là, ils ont une expérience et qui pour certains font sans doute des leaders de ce qui va ensuite se passer après. Donc c'est pas négatif de ce point de vue-là. C'est négatif pour la France, dans le sens où elle a renié ses valeurs en quelque sorte. Mais pour les populations antillaises, c'est un moment extrêmement fort et ça n'est pas non plus un échec parce que ce processus de la liberté générale aboutit à l'indépendance d'Haïti. Indépendance d'Haïti qui fait d'Haïti un phare, d'abord au niveau mondial, mais très directement pour toute la Caraïbe et qui est un point d'impulsion effectivement pour tous les gens de la zone Amérique. Voilà, et donc ça n'est pas un échec. D'accord, merci. Et justement, donc après le rétablissement de l'esclavage, il y a un petit temps de recul des idées abolitionnistes. Et comment en arrive-t-on à la seconde abolition de 1848 ? Alors très clairement, l'abolition et surtout l'indépendance d'Haïti, le rétablissement et puis surtout l'indépendance d'Haïti, ça a été un repoussoir. Au début du 19e siècle, à part des gens comme l'abbé Grégoire qui continuent à lutter pour effectivement valoriser, mettre les Noirs, etc., c'est surtout la peur, vous voyez, c'est un échec, on ne peut pas libérer les Noirs, donc il y a vraiment un temps de repoussoir. À partir des années 1820, les choses changent. Elles changent avec donc d'abord le mouvement abolitionniste prend de l'ampleur, avec deux aspects, je dirais, d'abord l'abolition de la traite négrière, par les Anglais en 1807. 1815, le principe de l'abolition de la traite au Congrès de Vienne est acté pour tout le monde, même si ensuite ça ne se met pas tout de suite en place et on sait que vraiment le processus s'arrête dans les années 1860 pour la France, mais il n'en reste pas moins qu'effectivement ce combat-là est gagné. En revanche, apparaît un nouveau débat, c'est celui de l'abolition de l'esclavage. Et là, c'est un mouvement qui a aussi, dont la force, c'est qu'il est porté pas simplement, il est d'abord porté par l'Angleterre, et qui est effectivement aboli en 1834, c'est effectif en 1834. Et donc effectivement, ça change la donne, et ça donne un exemple nouveau qui va être suivi par Saint-Barthélemy, par les Antilles danoises, etc., et qui repousse et qui amène la France à créer donc une société d'abolition, société française d'abolition de l'esclavage, et où on prend en compte cette idée qu'il faut avancer sur ce sujet. Et je crois que ce qui caractérise cette période, c'est d'un côté le fait qu'en France, assez vite, on prend conscience qu'il va falloir abolir. Et donc il y a tout un processus qui se met en place, on commence à discuter propositions, et avec des débats. Abolition générale, abolition immédiate ou abolition progressive.
Avec aussi dans cette période, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a, dans les premiers moments, on va justement choisir d'améliorer la condition des esclaves. On pense à la loi Maco en 1845, mais aussi donc des mesures dès les années 1833, où l'esclave devient effectivement non pas un bien meuble, mais une personne non libre. On a un certain nombre d'avancées qui sont faites. On a une réforme de la justice qui permet, qui va publiciser les débats concernant les procès d'esclaves. On envoie des magistrats, les fameux Caldanquius, pour effectivement, justement, faire appliquer le droit. Parce que, alors qu'en métropole, il y a une prise de conscience qu'il va falloir abolir, aux Antilles, à l'inverse, les colons restent d'abord très crispés, ils sont toujours en train d'agiter l'épouvantail de Saint-Domingue et de la révolte générale, ils sont conscients que les esclaves sont capables de se révolter. On a d'ailleurs quelques révoltes dans la période, la révolte Carbet, si on veut. Et puis, ce qui nourrit aussi ça, c'est le fait que on se rend compte qu'il y a une prise de conscience des esclaves, qu'ils ont des droits, qu'ils sont des personnes humaines, qu'ils peuvent espérer autre chose, et qui apparaît aussi dans cette période. Et je crois que récemment on a publié les travaux de Frédéric Régent, les vôtres, effectivement, où on a mis en valeur ces procès qui sont attendus par des esclaves. On voit un autre positionnement des esclaves. Donc vraiment, c'est un moment qui est très intéressant avec cette caractérisation. D'un côté, on a le monde métropolitain qui prend conscience et qui débat et qui avance en France sur ces questions, et puis qui prend des mesures, pas toujours appliquées, mais qui se positionne, les colons qui sont un peu dans la réticence, et les esclaves qui peu à peu poussent pour aller vers autre chose. Donc effectivement, l'abolition de 1834 joue un rôle important. Très concrètement, la Martinique, pour les esclaves qui essayent de fuir vers la Dominique, vers les territoires libres, parce qu'effectivement, le désir, il est là, et la possibilité existe à quelques encablures de la Martinique. Et donc on a ces débats voilà, alors, par contre, il faut accorder, je pense, un rôle important à Schellcher dans ce processus. On a le débat s'instaure, et c'est vraiment au moment de la Révolution 1848 que on va rentrer, que la décision est prise, vraiment sous l'influence de Schellcher, de passer à l'abolition immédiate. Et non pas simplement à l'abolition progressive, qui était encore les résultats de la commission présidée par de Broglie, pour effectivement aller dans ce sens-là. D'accord. Merci. Alors justement, vous nous parliez des acteurs de cette abolition. Il y a encore des débats autour des acteurs de cette abolition. Qui a aboli l'esclavage? Est-ce que c'est Schellcher? Est-ce que ce sont les esclaves qui ont pris leur liberté? Quelle lecture a-t-on aujourd'hui de ces acteurs et de leur rôle? Et puis, est-ce que vous pouvez nous préciser le rôle des esclavisés dans ce processus abolitionniste? Alors, je pense que personne ne on ne peut pas remettre en cause le rôle des esclaves, notamment de la Martinique, les esclavisés de la Martinique, qui effectivement se révoltent le 22 mai pour avoir une abolition immédiate, et surtout, rappelez-vous les dates, on a effectivement, la décision est prise à Paris en mars. On sait, avec la Révolution, on sait qu'il va y avoir une abolition. On décide effectivement qu'elle aura lieu après la récolte de la canne. Et donc effectivement, je crois que c'est Périnon qui arrive à la Martinique en juin. Mais entre-temps, on sait donc que ça va venir, et les esclaves n'acceptent pas que ça arrive. Ils sont en effervescence dès janvier, février, mars. Certains refusent de travailler, certains fraternisent avec les colons, poussent à la fraternisation de manière un peu dynamique. Mais effectivement, il y a une effervescence extrêmement grande, et on sent qu'il y a cette volonté d'obtenir ses droits et de ne pas se confisquer cette liberté. Et je pense que donc, ils vont pousser leur rôle. Leur rôle, il est majeur dans le sens où, effectivement, ils vont permettre de l'avancer, l'application immédiate du décret. Il est clair que le décret a été pris et que ce serait arrivé, et à La Réunion, en Guyane, il n'y a pas eu de révolte d'esclaves, le décret a été aboli. Alors, la question qu'il faut peut-être se poser, c'est la question n'est pas tant ont-ils joué un rôle ou pas joué un rôle, ils ont effectivement joué un rôle, et il y a aussi un rôle d'imitation, puisqu'effectivement, ce qui s'est passé en Guadeloupe a fait tache d'huile, ce qui s'est passé en Martinique a fait tache d'huile en Guadeloupe. Donc effectivement, voilà. Maintenant, la question, elle est, doit-on ou non honorer ces esclaves? Moi, je pense que
l'action de ces hommes et de ces femmes de 1848, elle l'exprime, elle matérialise le désir de liberté et le choix de ces hommes et de ces femmes de ne pas se laisser confisquer la liberté. Je pense qu'il y a sans doute une angoisse, on retrouve des choses, ça rappelle un peu 1789, on voit les esclaves de Saint-Pierre, qui, alors ils ne sont pas encore au courant des événements, mais on voit quand même cette volonté désesclavisée de Martinique, et donc quelque part du peuple martiniquais, de s'emparer de son destin, et de ne pas faire en sorte que les colons empêchent l'application. Donc c'est en ça que ça me paraît tout à fait légitime que le peuple martiniquais aujourd'hui choisisse de rappeler l'importance de cette date. Pendant très longtemps, on a surtout parlé de Schellcher, on a surtout parlé de Wilberforce, on a surtout parlé des grandes figures, et c'était légitime. Le rôle de Schellcher ne peut être nié. C'est vraiment un combattant de cette liberté. Il a œuvré, il a convaincu Arago, il a convaincu les républicains qui arrivent au pouvoir en 1948 qui n'avaient pas ce projet-là initialement, donc ce rôle ne peut être nié. Mais il n'empêche qu'effectivement, les hommes et les femmes de Martinique, les esclaves visés de Martinique, ont pris leur part et ont choisi de faire en sorte que les choses aillent au rythme qui était le leur et non pas celui peut-être de la République. C'est ça. Alors, merci beaucoup. On voit bien de ce que vous nous expliquez que c'est un processus qui a été complexe, c'est cette marche vers l'abolition, qui a eu des avancées, des reculs, et qui ont mené à cette abolition définitive de 1848. Merci beaucoup Dominique Rogers de nous avoir rejoints pour cette première émission Démocrate Parole. Notre temps de discussion sera aussi ponctué d'interludes vidéo. Et avant de retrouver Jessica Pierre-Louis qui va nous rejoindre, je vous propose de regarder un extrait de l'une de nos 4 vidéos consacrées au processus abolitionniste, réalisé par l'équipe d'Oливon-la-Caraïbe. Le décret d'abolition est publié le 27 avril 1848 à Paris. L'article 1 décide l'abolition immédiate de l'esclavage, contrairement aux Britanniques qui avaient opté pour une abolition par État. L'article 2 décide d'indemniser les propriétaires d'esclaves et l'article 6 accorde comme en métropole la citoyenneté aux nouveaux hommes libres qui bénéficient de la mise en place du suffrage universel masculin. Dans les colonies, l'application du décret est retardée. Les travaux de la commission la prévoient pour début août afin de préserver la récolte de la canne. L'attente est insupportable. Les esclaves sont au courant des travaux de la commission. Dès le 22 avril 1848, des débordements sont signalés à Saint-Pierre, à Casse-Pilote et aux Prêcheurs à la Martinique. Le spectre de la révolution haïtienne est en filigrane. Les événements du 22 mai mettent le feu aux poudres à la Martinique. Ce jour-là, le colon Léon Duchamp fait arrêter l'esclave romain par le maire de Saint-Pierre. La tension est à son comble. Rapidement, une foule se rassemble devant la prison pour demander la libération de l'esclave. Les événements dégénèrent en émeutes et affrontements violents et poussent le gouverneur, le général Rostolan, à proclamer le 23 mai 1848 l'abolition de l'esclavage à la Martinique. L'impatience gagne la Guadeloupe également. Inquiet, le gouverneur Jean-François Laherle prend les devants et promulgue l'abolition de l'esclavage le 27 mai 1848. Le décret officiel arrive à Basse-Terre le 5 juin. Quant à la Guyane, les colons parviennent à contrôler les esclaves jusqu'à l'arrivée du décret le 10 juin 1848. Merci beaucoup Jessica. Alors justement, ce que tu expliques, on voit clairement que c'est encore un processus. Même dans l'exemple de Bicêtre, l'homme lui-même connaît un processus de remise en cause. Avant de remettre en cause le système, il y a vraiment un processus personnel. Et c'est aussi le cas pour la plupart des livres de couleur. Alors merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Alors pour continuer, je l'ai dit, le mois de mai c'est le mois des commémorations puisqu'on a les dates comme le 10 mai, le 22 mai, l'abolition de la Martinique, le 27 mai en Guadeloupe. Et justement, vous venez de réaliser un travail important au musée de la Pagerie qui lie histoire et mémoire de façon assez différente de ce qui existait déjà sur place. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors effectivement, en 2020, j'ai travaillé à refaire la muséographie de la pagerie et on a beaucoup changé les choses et les lignes. La pagerie, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est une ancienne habitation sucrière du XVIIIe siècle. Il y a des vestiges, notamment le moulin ou la cuisine qui ont été refaits, rénovés, et il y a la sucrerie qui est toujours en ruine pour les principaux vestiges. Et puis il y a des collections, et beaucoup de ces collections concernent Joséphine, impératrice de Français, parce que c'est une blanche créole, et en fait elle est née et elle a grandi sur cette habitation. Et puis jusqu'à présent, toutes les collections, pour ceux qui ont visité l'ancienne version, étaient dans le petit musée qui est en fait une ancienne cuisine. Et il y avait quelques pièces qui étaient dispatchées dans ce qu'on appelle le bâtiment d'accueil, qui est un bâtiment qui lui est récent, c'est pas un vestige, qui a été construit pour les besoins du musée. Et cette collection, elle est très diverse. Il y a des tableaux, il y a des estampes, il y a des gravures, il y a des bustes, il y a de la vaisselle, il y a du mobilier, il y a des pièces de monnaie, il y a des cartons, voilà, c'est très très varié. Et beaucoup de ces pièces concernent du coup Joséphine et la famille impériale. Parce que du fait de son statut, il y a eu une très grosse production autour de sa personne et en plus, du coup, ça a été conservé et transmis. Donc le docteur Robert Rose-Rosette, qui est la personne qui a racheté le site en 1944 pour en faire un site patrimonial, a pu retrouver beaucoup de pièces la concernant. Mais son idée à lui, c'était de parler de l'histoire du site en entier, pas juste de Joséphine. Donc il a aussi accumulé des pièces qui concernent l'habitation en elle-même, notamment tout ce qui relevait de la production sucrière, puisque c'est une ancienne habitation sucrerie, mais aussi le manioc, par exemple. Il a aussi récupéré des objets traditionnels qui constituaient la cuisine, et puis il a récupéré des pièces qui concernaient toute la période esclavagiste, avec les fers notamment, donc les chaînes qui étaient employées pour les esclaves, et des estampes, par exemple, des estampes sur les sévices corporels. Mais du coup, les collections qui touchent aux personnes qui ont été réduites au statut d'esclave sont beaucoup moins importantes que celles qui concernent Joséphine. Et donc l'idée dans le travail qu'on a fait, c'était de faire évoluer ça. Parce que le problème, c'est qu'au fil des années, le musée était devenu comme une sorte de dépôt, avec tout accumulé, pas d'explication. Et comme il n'y avait pas de classement thématique, la surreprésentation des pièces de Joséphine effaçait les autres thématiques de la collection. Donc avec l'équipe de travail, qui se compose essentiellement pour les principaux de Manuela Junglin, qui est la directrice de l'établissement, Ivana Hart, qui est la scénographe, Dominique Rogers, que vous avez reçu tout à l'heure au titre de conseillère scientifique, et moi-même, on a réfléchi à proposer un nouveau parcours qui puisse permettre de réintégrer dans le discours qu'on propose les personnes qui ont vécu sur cette habitation et qui avaient donc un statut d'esclave. Et aujourd'hui, si vous visitez le domaine de la pagerie, vous pouvez voir leur nom, vous pouvez voir les maladies auxquelles ils ont été confrontés, l'organisation sociale qui était sur l'habitation, les oppressions qu'ils ont subies, la manière dont ils ont résisté et les héritages qu'ils nous ont transmis à travers, par exemple, leur prise de nom après l'abolition de l'esclavage. D'accord. Alors justement, pourquoi est-ce que c'était important de repenser cet espace en mettant en lumière les esclavisés qui ont vécu? Alors, je pense que c'était important parce qu'ils ont fait l'histoire de cette habitation, ils appartiennent pleinement à l'histoire de cette habitation, ils ont permis la prospérité de cette habitation parce qu'ils ont été exploités pour cela. Des générations d'esclaves se sont succédées sur ces personnes, on parle de 200-300 ans d'histoire esclavagiste sur ce site, et d'une manière générale, les habitations dans les colonies antillaises françaises sont fondées sur la réduction au statut d'esclave des Noirs. Donc en fait, on ne peut pas parler de notre histoire sans leur donner une place dans le récit. D'accord. Ben oui, c'est clair, ils ont été des acteurs importants, et il est important de les mettre en lumière. Alors justement, la team Olion la Caraïbe était présente à la réouverture du musée. Nous avons tourné quelques images et je vous propose de regarder un extrait. Première, la nouvelle muséographie du musée de la pagerie. Donc, pour rappel, le domaine de la pagerie se trouve dans la ville des Trois-Îlets, en Martinique, et c'est le lieu de naissance de l'impératrice Joséphine de Beauharnais. Ce musée a été créé par Robert Rose-Rosette à partir du milieu des années 1940, et il est aujourd'hui peu fréquenté
par les Martiniquais. Alors pour commencer, demandons à Manuela Yongning, directrice, de nous présenter le domaine de la pagerie. Alors, je suis Manuela Yongning et j'en charge le domaine de la pagerie qui regroupe 3 espaces. L'espace muséal où on se trouve, la villa du fondateur du site Dr Rose Rosette qui est tout à l'entrée et le parc des Floralies aussi. Les 3 espaces constituant le domaine de la pagerie. Pourquoi renouveler ce domaine? Mais écoutez, parce que depuis 2015, nous avons posé une vision de développement de ce site. Dans un de nos axes de développement, il était prévu que nous puissions revoir la muséographie. Une muséographie qui datait d'une 30aine d'années, puisqu'à l'époque, la pagerie était en gestion par une association qui faisait avec ses faibles moyens. Et s'est présentée une opportunité, celle de la pause sanitaire imposée par le Covid. Et nous avons, plutôt que de rester dans l'inertie avec la CTM, proposé de profiter de cette opportunité pour, vous savez, prendre le temps du sens, se poser les questions qui font sens et à ce moment-là, travailler en mode projet avec toute l'équipe, surtout qu'arrivaient 2 nouveaux éléments. Le premier était la restitution d'une étude sur l'habitat servile des esclaves qui avait été réalisée par Jessica Pierre-Louis depuis 2019. Et le deuxième axe que nous avions, c'était le don par les héritiers Rose Rosette du fonds du docteur Rose Rosette. Donc nous nous demandions depuis avant la pause du Covid comment faire pour mettre en valeur tous ces éléments-là au sein d'une nouvelle muséographie. L'opportunité s'est présentée, nous en avons profité pour le faire avant le calendrier prévu. Alors nous sommes de retour dans ce démo 4 paroles d'Oliron-la-Caraïbe et nous avons une invitée maintenant qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, lieu ô combien symbolique de la traite. Justement, cette question de la traite, de l'esclavage et des abolitions fait partie de l'histoire douloureuse de la Martinique, de la Caraïbe, mais aussi de la France et des autres pays européens qui ont eu un passé esclavagiste. Dans l'espace public, la mémoire de cette histoire, elle est socialement vive. Nous avons l'exemple récent, on l'a vu avec les destructions de statues. Donc comment s'articule l'histoire et la mémoire dans l'espace public? Comment les concilier? C'est ce qu'on va voir dans cette seconde partie d'émission. Et pour cela, nous retrouvons Audrey Célestine, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Lille. Elle est spécialiste, je l'ai dit, des populations noires en France et du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Bonjour Audrey, et merci d'avoir accepté d'être avec nous d'aussi loin. Alors, parler des mémoires en ce mois de mai 2021 nous oblige à revenir sur l'actualité récente et la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Alors, il a laissé une empreinte profonde dans l'histoire de la France, voire dans celle du monde. Audrey, que représente Napoléon Bonaparte pour la France, pour la Martinique, et comment comprendre les hommages qui lui sont rendus? Alors, vous m'entendez bien? Je pense que sans être une grande spécialiste de Napoléon, je pense que la mémoire de Napoléon Bonaparte, c'est une mémoire qui depuis très longtemps est une mémoire assez conflictuelle. C'est une histoire qui est relativement conflictuelle depuis très longtemps, et qu'à l'occasion de la commémoration actuelle, on a vraiment eu à l'œuvre à la fois le Napoléon bâtisseur de l'État moderne, d'un Napoléon
voilà, qui a donné à la fois le code civil, un certain nombre d'institutions assez majeures comme le Conseil d'État, une certaine idée également de la France et de l'Europe. Et donc, évidemment, on a eu droit à un certain nombre de discours très géographiques sur la figure, mais c'est vrai que c'est une mémoire qui est vraiment en décalage très important avec la réalité du personnage pour une grande partie de l'Europe, mais également pour moi qui viens de la Martinique et qui travaille et m'intéresse à ces enjeux de mémoire et de manière plus générale à l'histoire de l'esclavage. Il y a quelque chose d'effectivement très décalé à avoir des discours aussi laudateurs sur une figure historique importante de l'histoire de France, mais qui rapporté à l'histoire de la Martinique, de la Guadeloupe, des Antilles, puis à l'histoire plus générale de l'esclavage, renvoie effectivement à cet événement majeur pour ces régions et pour l'histoire en général du rétablissement de l'esclavage. Et donc c'est vrai que je pense que le télescopage entre les 20 ans de la loi Taubira et cette commémoration de Napoléon qui intervient en plus, comme vous le disiez tout à l'heure, après plusieurs années de mémoire socialement vive, j'aime beaucoup l'expression, on est dans un certain nombre de choses autour de la question de la mémoire de l'esclavage, que ce soit en France hexagonale ou en Martinique, en Guadeloupe et dans un certain nombre d'endroits. Et du coup, il y avait effectivement ce décalage à célébrer ainsi une figure sans véritablement prendre à bras le corps la manière dont il est vu et perçu et envisagé, et son impact majeur sur les sociétés antillaises. Mais je pense que c'est parce qu'il y a eu effectivement un certain nombre de mobilisations depuis plusieurs années, et puis même depuis plusieurs dizaines d'années, si on regarde aussi les mobilisations propres à la Martinique et la Guadeloupe, et un certain nombre de protestations ces derniers mois, ces dernières semaines, on savait aussi que cette commémoration, elle serait attendue. Ceux qui avaient envie qu'on en fasse l'occasion de parler d'Haïti, de la question de l'esclavage, etc. Et ce qui fait que je pense que le discours présidentiel, il a été aussi une sorte de reflet de tout cela. Alors justement, c'est intéressant ce que vous expliquez. Justement, on voit que la France a une longue tradition de politique mémorielle qui permet de matérialiser son histoire au sein de l'espace public, les noms des rues, les statuaires, les hommages, etc. Audrey, dans cette longue tradition, quelle est la place faite à la mémoire des traites, de l'esclavage et des abolitions dans l'espace public national? Doit-on parler de mémoire absente ou de mémoire invisible? Alors c'est une question qui est compliquée parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé précisément ces 20 dernières années. Si on regarde la situation depuis la loi Taubira, on peut estimer qu'il y a une ère, une phase qui s'ouvre à ce moment-là. Le débat public s'empare au moment des discussions autour de la loi de cet enjeu, de cette question, et tout un tas d'autres acteurs, parce qu'il n'y a pas que l'État qui est acteur justement de la question de la mémoire. Mais ce n'est qu'une chronologie. On peut aussi inscrire la loi Taubira dans des mobilisations des années 90 autour de cette question, et c'est vrai que c'était plus localisé, on en parlait dans certaines villes, on en parle à Nantes, on en parle à Bordeaux, mais si on remonte encore un peu plus dans l'histoire, on est notamment sur la manière dont encore une fois, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, on envisage ces questions-là, ce qui fait qu'il y a une espèce de montée en puissance au niveau national, mais je pense que c'est important justement sur la question de la mémoire publique de l'esclavage, de voir ce qui se passe dans des espaces politiques locaux où des choses se font, des gens se mobilisent, et un certain nombre d'acteurs sont présents sur ces questions-là. Après, ce qui se passe depuis 20 ans, il me semble, et même depuis un peu plus longtemps, c'est qu'à la fois, on a une espèce d'accélération des questions de commémoration de manière générale, que ce soit sur l'esclavage ou sur d'autres. La mémoire devient finalement, et la commémoration, tout ça devient des vecteurs importants et essentiels de traitement d'un certain nombre de questions de société. Et depuis une vingtaine d'années, enfin, on peut en débattre justement de ce que ça signifie, et depuis une vingtaine d'années, on est effectivement dans des demandes et des réponses, des formes de réponses de la part de l'État autour de cette question de la mémoire de l'esclavage. Donc je suis pas sûre que ce soit des mémoires qui soient complètement invisibles, parce qu'il y a des formes de visibilisation qui se font depuis quelque temps, mais qui sont
probablement insuffisante, mais cette insuffisance, enfin, moi j'ai le sentiment en tout cas que c'est pas uniquement le reflet d'une absence de volonté de l'État de faire sur le plan mémoriel, parce que pour le coup, on voit que l'État encourage plutôt le plan mémoriel par rapport à d'autres plans qui, à mon sens, sont peut-être aussi, voire plus importants, mais qu'en revanche, la question de qu'est-ce qu'on commémore exactement, quelle partie du passé on commémore, ça c'est une question qui est pas du tout réglée et qui s'actualise au fur et à mesure. À quelle date est-ce qu'on commémore? On a eu pendant des années une dispute sur mais on commémore quelle date? Quelle date va devenir une date nationale? Quand on est assez d'accord dans les territoires, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion sur les dates, pour la date nationale, on a eu des années de dispute. Et une fois que cette date était décidée, on avait de nouveaux débats et conflits autour de ce que cette date-là signifie, qu'est-ce qu'elle signifie pour qui, et est-ce qu'il faut aussi une date pour les victimes. Et donc du coup, et je pense que les débats qui sont pas totalement clairs, mais sur la question du mémorial dans le jardin des Tuileries en ce moment, ça reflète aussi ça. Je pense pas tant que l'État ne veut pas voir cette mémoire-là, parce que je pense que c'est pas complètement vrai, mais en revanche, qu'est-ce qu'on commémore exactement? Les noms de 1848 ou une histoire qui dure plusieurs siècles? Est-ce qu'on le fait de manière métaphorique ou est-ce qu'on le fait à travers des noms? Et je pense que ça, c'est tout un tas de questions qui, mises ensemble, rendent ce rapport au passé et cette mémoire compliquée, difficile et pas forcément très lisible. Un tout petit peu plus visible, mais pas forcément plus lisible. Alors, justement, cette mémoire est difficile. Il y a un certain nombre d'informations différentes, des revendications différentes. Et justement, ces revendications que l'on retrouve actuellement à propos de la décolonisation de l'espace public et de la mémoire, elles sont parallèles, voire liées à un certain nombre de revendications qui dénoncent le racisme dans nos sociétés. Alors, Audrey, est-ce qu'on peut voir dans la société d'habitation qui naît aux Antilles l'un des laboratoires qui donne naissance justement au racisme? Alors oui, moi je pense que c'est effectivement l'un des laboratoires qui donne naissance au racisme, dans la mesure où, dans cette espèce de confrontation et de mise ensemble en fait inédite, un système marqué également par la violence des rapports sociaux de personnes venues de plusieurs lieux du monde, mis ensemble avec comme ça ce principe directeur qui est la suprématie de ceux qui sont désignés comme blancs, même si là aussi on est face à des catégories qui sont pas, enfin, les blancs c'est plusieurs choses aussi dans la société d'habitation. Je pense que c'est effectivement l'un des laboratoires dans lesquels le racisme tel qu'on le connaît aujourd'hui va se créer, va se configurer. Mais précisément, je pense que, et là, ben, voilà, moi comme spécialiste plutôt de sociologie politique, moi la manière dont je regarde cette histoire-là, c'est que ce laboratoire-là, parmi d'autres, il va donner naissance à des catégories, des manières de diviser le monde, qui vont continuer à se configurer au fur et à mesure, qui vont continuer à s'actualiser. Ça, c'est précisément l'une des choses, ce que nous apprend finalement la sociologie, ce que nous apprennent les sciences sociales sur le racisme, c'est qu'il s'actualise, c'est qu'il est contextuel, et que ce moment et ces espaces dans lesquels la société d'habitation va créer des choses, va créer des catégories, des types de rapports sociaux, des formes de contournement également, et de formes de résistance, hein, puisque le terme est souvent utilisé, mais tout cela, ça va continuer à s'actualiser, à se reconfigurer, ce qui fait que, bien sûr, c'est là que va naître c'est l'un des lieux de naissance du racisme qui va avoir un impact démesuré sur des sociétés, des espaces, des vies, mais qui n'existe pas aujourd'hui exactement de la même manière. Un blanc à l'époque, c'est pas exactement un blanc en 2020 en Martinique, et c'est pas non plus exactement un blanc ni au Brésil, ni en France, ni dans d'autres endroits. Mais effectivement, cette suprématie blanche ou cette construction hiérarchique qui va se faire, qui va naître dans ces sociétés-là, elle a un impact sur la manière dont, au XXe siècle, au XXIe siècle, la question du racisme continuait à s'actualiser au fur et à mesure que la société d'habitation elle-même ne va plus exister comme telle au fur et à mesure du temps, mais également que les circulations vont se poursuivre entre les Amériques, l'Europe, de manière générale, sachant que ce ne sont pas les seuls espaces dans lesquels existe le racisme. Donc, à la réponse, est-ce que c'est l'un des laboratoires? Oui.
merci beaucoup Audrey pour cet éclairage pertinent, ces réponses très claires. On va se retrouver dans quelques instants et nous allons continuer sur cette thématique de l'histoire et de la mémoire dans l'espace public en accueillant Elisabeth Landy, agrégée d'histoire et membre de l'équipe Polygon-la-Caraïbe. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors Elisabeth, depuis un an, on observe une mobilisation contre les objets mémoriels qui rappellent l'esclavage et la colonisation. Ici ou ailleurs, on l'a vu, des statues ont été détruites. Comment expliquer ce phénomène? Alors, comme vous l'avez dit, ça se passe un peu partout, en tous les cas dans les sociétés où il y a eu des politiques de la statuaire ou des politiques mémorielles d'un seul côté. Et puis, je pense que c'est lié aussi au fait que le monde a changé, nous sommes dans un monde connecté, nous savons ce qui se passe ailleurs, et nos impatiences sont plus fortes, nos prises de position sont peut-être plus connectées, et le regard qui est porté aujourd'hui est un regard, on va dire, plus vif dans la mesure où il y a eu beaucoup de promesses. Il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues, et je crois que sur cette affaire de statut, notamment à la Martinique, malgré la multiplication des statuts de nègres marrons qui ont émergé depuis, on va dire, les années 70, mais surtout 80-90, dans presque toutes les communes, il n'y a pas eu de remise en cause des modèles de domination ou des modèles de structuration de cet espace public. En tous les cas, je crois que s'il y a eu des politiques mémorielles dans certaines villes, comme à Fort-de-France d'ailleurs, il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de pédagogie. Et donc, souvent, les espaces centraux, les espaces de pouvoir, n'ont pas été contrebalancés par un autre discours. Et je crois que ce qui était peut-être supportable à un certain moment ne l'est plus aujourd'hui, dans la mesure où d'autres problèmes sont venus se greffer aussi. Des discriminations qui sont de plus en plus intolérables, des faits aussi, comme le problème de la chlordécone notamment, qui se sont superposés, qui font que ce qu'on pouvait peut-être accepter parce qu'on n'avait pas la même connaissance ou parce qu'on n'avait pas les mêmes liens, aujourd'hui apparaissent comme quelque chose d'inacceptable. Au-delà du fait de la jeunesse qui est toujours, quelles que soient les générations, impatiente, ce qui est normal, il y a, je crois, un aspect qui nous avons manqué. Je crois que les générations des années 50 ou les générations des années 60, 70, 80 ont manqué de pédagogie, ont manqué de réponses appropriées, et peut-être n'ont pas accordé l'importance qu'il fallait à ces phénomènes mémoriels qui explosent aujourd'hui. Alors justement, on observe dans l'espace public beaucoup de revendications de jeunes acteurs, alors qu'on a vu qu'il y a des choses qui existaient avant. Alors comment considérer, comment comprendre le regard que porte la jeune génération sur ce pan de l'histoire? Je crois que c'est un phénomène global. Je crois que la jeune génération a le sentiment, et c'est ce qu'il faut entendre, non pas que rien n'ait été fait, mais que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout d'une démarche. Dans le monde symbolique, et quand ça prend ce genre de forme-là, quand on est dans une population qui vieillit, on a ce genre d'affrontement entre une jeunesse qui voudrait que ça aille très vite et affirmer un discours, et puis une population et surtout des responsables qui n'entendent pas ou qui ne voient pas ce qu'il y a derrière. Or, je crois que les politiques publiques qui construisent les infrastructures sont très importantes. Mais malheureusement, la symbolique dans la mise en place de politiques publiques est encore plus importante. Certains de nos ancêtres l'avaient compris. Cela correspondait à une époque quand la statue de Victor Schellcher a été mise au centre-ville. C'était une réponse à la statue de Joséphine. Ça a marché pendant un siècle. Bon, aujourd'hui, nous sommes passés à une autre étape. Et donc, il faut aussi
se parler, s'écouter, entendre pour voir ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas seulement, à mon avis, une question de destruction. Je crois qu'il y a une absence de connexion des deux discours. Parce qu'il y a des politiques mémorielles, il y a eu des efforts, mais cela ne correspond plus, je crois, à ce que l'on peut être en mesure d'attendre dans les villes où ce qui était l'urgence à un moment donné ne l'est plus aujourd'hui. S'il y avait une urgence dans les années 50 pour survivre, tout simplement, aujourd'hui il y a d'autres urgences. Et il faut les prendre en compte. Et il faut effectivement marcher, non pas au pas, mais pouvoir être en connexion. Alors, en plus, c'est un phénomène qui se passe dans d'autres villes, en direct, si je puis dire, et donc la Martinique n'est pas absente de ce qui se passe dans le monde proche. Donc l'espace public est un espace éminemment politique. Et on ne doit pas traiter l'espace public sans tenir compte de cette symbolique. Il faut des contre-discours, il faut des discours qui se répondent, il faut de la pédagogie, il faut des manifestations pour prendre en compte ces dialogues où des fois c'est mal entendu. À vrai dire, pour tomber d'accord, cela prend du temps, mais quand on est d'accord, on tombe d'accord. Donc il ne faut pas non plus chercher à tout prix un consensus, parce que le consensus c'est la chute, puisqu'on tombe d'accord. Quelquefois, ne pas être d'accord, ça permet de s'élever, ça permet d'enrichir le débat, à condition que l'on puisse se parler et s'écouter. D'accord. Effectivement, on voit que le débat il est assez riche, et depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe, il y a une accélération de la mise en mémoire, de la traite de l'esclavage, et plutôt que de se refroidir, cette mémoire, on a l'impression qu'elle est en train de se réchauffer sous l'effet de mobilisation sociale, de politique publique, à la fois dans l'Hexagone et dans les anciens territoires concernés par l'esclavage. Et justement, la loi Taubira a été une étape décisive dans la transformation des cadres de la mémoire nationale. Je vous propose de regarder un extrait de son intervention à l'Assemblée nationale en 1999. Proposition de loi de Madame Christiane Taubira Delanon et plusieurs de ses collègues, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude. Ce rapport n'est pas le script d'un film d'horreur portant l'inventaire des chaînes, des fers, carcans, entraves, menottes et fouets qui ont été conçus et perfectionnés pour déshumaniser. Il n'est pas non plus un acte d'accusation parce que la culpabilité n'est pas héréditaire et parce que nos intentions ne sont pas de revanche. Il n'est pas une requête en repentance parce que nul n'aurait l'idée de demander un acte de contrition à la République laïque dont les valeurs fondatrices nourrissent le refus de l'injustice. Il n'est pas un exercice cathartique parce que les arrachements intimes nous imposent de tenaces pudeurs. Il n'est pas non plus une profession de foi parce que nous avons encore à ciseler notre cri de foule. Pourtant, nous allons décrire le crime, l'œuvre d'oubli, le silence, et dire les raisons de donner nom et statut à cette abomination. Nous sommes de retour pour le premier démo cap parole de Liron la Caraïbe. J'espère que ce que vous entendez vous plaît, que le débat est intéressant. Alors justement, Elisabeth Landy, on vient de voir un extrait du discours de Christiane Taubira. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette loi Taubira, le contexte dans lequel elle a été votée, et puis en quoi a-t-elle été le tournant? En quoi a-t-elle été un tournant?
En effet, alors on va prendre la date de 2001, même si ça a commencé avant, elle présente son rapport en 99, donc il faut quand même 2 ans, hein, il ne faut pas croire que ça s'est passé aussi facilement qu'on le dit aujourd'hui. Mais le contexte, c'est que il y avait eu le 150e anniversaire, il y avait eu d'abord le 100e anniversaire qui avait été un anniversaire très convenu qui se passait à la Sorbonne, et le 150e anniversaire donc, du décret de l'abolition, du 27 avril 1848, avait pris une tournure déjà beaucoup plus populaire, avec des associations qui s'étaient mobilisées pour en faire un événement, que ce soit des deux côtés de l'Atlantique, et ça montre bien justement qu'il faut aussi des processus, que la mémoire c'est aussi quelque chose qui doit se développer, qui doit s'entretenir et qui ne jaillit pas comme ça du jour au lendemain. Et donc les 150 ans avaient fait émerger cette idée-là. Alors c'est une loi importante dans la mesure où elle déclare la traite transatlantique et l'esclavage crime contre l'humanité. Pourquoi c'est important? Parce que par rapport au texte de Victor Schœlcher, notamment le texte de la commission du 4 mars 1848 qui disait que c'était un crime de lèse-humanité, là nous entrons dans une formule où il y a eu incrimination de par le tribunal de Nuremberg, et que donc quand on le définit juridiquement crime contre l'humanité, on a la possibilité, donc dans le droit pénal, on a la possibilité de poursuivre et de demander réparation. Et donc cette loi qui a été largement votée n'est pas simplement une loi pour inscrire des mots. Elle va permettre de passer à une autre phase qui est à la fois la phase de la réflexion et de la demande de réparation, parce que c'est un crime contre l'humanité, la possibilité d'interdire, en tous les cas de poursuivre tous les gens qui tiennent des propos qui seraient des propos favorables à l'esclavage peuvent être poursuivis, comme pour la loi Guesso. C'est une des lois mémorielles de France fondamentale. Et puis, la loi insiste sur la nécessité de l'enseignement. Donc là aussi, ça va avoir des conséquences puisqu'il faut que ce soit inscrit dans les programmes scolaires. Donc je crois que cette loi est un tournant dans la mesure où elle va obliger, de par la loi, à prendre un certain nombre de décisions. Alors ça ne va pas non plus se faire du jour au lendemain. 20 ans après, on peut remarquer qu'il y a encore des efforts à faire. Mais il n'empêche que cela s'inscrit dans un contexte de judiciarisation de la société et de revendications beaucoup plus précises qui vont obliger que ce soit l'État, que ce soit toutes les structures qui sont au service de l'État, l'éducation nationale, etc., la justice, à prendre en compte un crime qui est non pas au jour d'aujourd'hui, mais 2 siècles avant. D'ailleurs, c'est ce qui a été reproché dans le débat sur la loi. L'un des plus gros reproches, c'était de dire que l'on ne pouvait pas plaquer une notion, un concept juridique des années 45 du tribunal de Nuremberg à un passé, à des événements qui étaient passés depuis 2 siècles. Mais en même temps, ça permet de reconnaître et d'aller plus loin que le crime de lèse-humanité qu'avait déjà déclaré Schœlcher. Alors justement, comment est-ce que la loi sort en 2001, elle est préparée depuis 1999, et comment est-ce qu'elle est accueillie cette loi en 2001? Alors, d'ailleurs, j'invite ceux qui nous écoutent à aller lire le rapport de Taubira qui date de 1999, qui fait 25 pages certes, mais qui vaut le coup d'être lu. Elle a été accueillie de plusieurs manières. Alors, en France hexagonale, il y a eu une levée de bouclier d'un certain nombre de politiques et d'historiens aussi qui vont debout contre les lois mémorielles, disaient que ça allait obérer la liberté des historiens parce que justement on faisait un anachronisme en plaquant la notion de crime contre l'humanité sur le passé du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle. Et en Martinique, il y a eu aussi, mais c'était minoritaire, des réactions qui considéraient que le rapport justement qui insistait sur l'oubli était un rapport qui ne disait pas la vérité, quoi, et que les populations n'avaient pas oublié, elles n'avaient pas de politique mémorielle, mais elles n'avaient pas oublié, et que la mémoire pouvait se traduire de plusieurs manières. C'était donc la thèse d'Édouard de Lépine principalement. Mais en France, ça a été plus virulent, il a fallu plus de temps
Il y a même eu une tribune qui a été signée par 100 historiens pour la liberté d'histoire, mais qui reprenait toutes les lois mémorielles et qui craignait que ce soit justement les politiques qui écrivent l'histoire et non pas une histoire professionnelle. Je crois qu'aujourd'hui, les choses se sont relativement calmées et tout le monde, grosso modo, est d'accord pour reconnaître que cette loi a favorisé l'émergence, a pu favoriser la recherche sur cette thématique. En France, il y a eu vraiment des progrès énormes sur la recherche, alors que c'était plutôt les pays anglo-saxons qui étaient en pointe. Et même à l'école, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des adaptations de programmes qui sont liées à cette loi. Et puis, il y a le fameux volet de la condamnation de personnes qui feraient l'apologie d'un crime contre l'humanité. Donc, je crois que ça a été un tournant. Les 20 ans aujourd'hui ont permis le télescopage entre le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte et les 20 ans ont permis justement de révéler que Napoléon avait une face sombre et qu'il avait rétabli l'esclavage. Et le fait aussi de mettre en place la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a été une étape aussi et qui va prendre de la place, mais là aussi, c'est un processus, il faudra du temps pour dire que cette histoire-là ne concerne pas que les populations des Outre-mer, mais concerne aussi les populations de la France hexagonale et que ce n'est pas une histoire externalisée, que c'est une histoire de la France qui s'est bâtie aussi avec ça. Alors, rapidement, quel bilan, 20 ans après, quel bilan on peut faire de cette loi? Les choses ont bougé? Je crois que, peut-être parce que je suis optimiste, mais je crois que les choses ont quand même bougé. De par la mise en place de certain nombre d'institutions, le fait seulement d'une commémoration, même si on peut ne pas être satisfait de la forme qu'elle prend en France, mais parce qu'ici nous avons nos commémorations qui sont particulières, je crois quand même qu'il y a une prise de conscience au plus haut sommet de l'État, dans les ministères, qu'on ne peut pas passer sous silence un certain nombre de choses et que les populations, elles ont droit à de la reconnaissance. Et que les frustrations, le ressentiment, les amertumes sont peut-être plus dangereuses dans on va dire, la gestion politique des peuples, des États, des nations, que par exemple des problèmes plus concrets. Et que je crois que cette loi a permis de faire entendre de la voix, a permis de faire émerger des personnalités, elle a permis notamment dans l'enseignement de faire apparaître pour les élèves de France, parce que nous étions déjà dans une disposition favorable, cette notion-là. Mais il reste beaucoup à faire encore pour que tout cela irrigue le tissu social, tout cela irrigue, parce qu'il y a de fortes résistances. Il y a en France une difficulté, une difficulté à entendre, à voir et à admettre que cette histoire ait pu être une histoire de France. Sur ça, il faut que nous travaillions encore. Oui. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors justement, cette loi Taubira montre bien, 20 ans après, le bilan que fait Elisabeth montre que cette loi s'inscrit dans le long chemin de la reconnaissance de la France, la reconnaissance par la France de son passé colonial. Nous revenons vers Audrey Célestine. Audrey, vous êtes membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui a été créée en 2019 et cette fondation succède au comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage qui a été mis en place après la loi Taubira. Audrey, quel est le but de la fondation et quelles sont ses orientations politiques? Alors, effectivement, cette fondation, elle arrive après plusieurs années. La fondation, elle arrive après plusieurs années d'activité du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Sa mise en place a une histoire qui est elle-même complexe, mais dans ses orientations actuelles, telles que je les ai comprises, je dirige pas la fondation, je suis juste dans le comité scientifique, mais ces orientations, elles sont des orientations de transmission de l'histoire, de visibilisation d'une histoire, de l'histoire de l'esclavage, de la traite, des abolitions, mais également des conséquences de ces moments historiques dans la construction de la société actuelle. Et je pense que ça, c'est un des éléments auxquels je suis particulièrement
Alors, il y a une coupure de réseau avec Audrey, on essaie de la retrouver, de faire en sorte qu'elle revienne. Peut-être que pendant ce temps, on avait prévu de vous montrer justement, de revenir sur... elle n'est toujours pas là. Donc, on avait prévu de vous montrer un extrait vidéo à propos, illustrant justement la politique mémorielle, un exemple, le choix de la date du 22 mai en Martinique comme date d'abolition. Pourquoi cette date? Oliron-la-Caraïbe avait réalisé une série de vidéos sur la question et je vous propose d'en regarder un extrait tout de suite. Martiniquais fait partie héroïque et une façon de lutter contre une oppression colonialiste que certains dénoncent de plus en plus dans un contexte marqué par la déception à la suite de la Il est 11 heures, on est très en avance là. De plus, une nouvelle génération d'historiens martiniquais oriente ses recherches vers le rôle des acteurs anonymes et souvent méconnus comme les femmes, les ouvriers, les paysans et les esclaves dans les luttes politiques et sociales à l'aide de l'exploitation des sources écrites mais aussi archéologiques et orales. Le dirigeant du Parti communiste, Gabriel Henry, professeur d'anglais au lycée Schœlcher, a mené des recherches approfondies et mis à jour les événements de mai 48. Il prononce 2 conférences à ce sujet à Makuba en 1947 et sur la place de la Savane en 1950. Aaron Nicolas, professeur d'histoire et membre éminent du Parti communiste martiniquais, publie lui un opuscule en 1962 au titre évocateur La révolution anti-esclavagiste de mai 1848 à la Martinique. Il y développe la thèse selon laquelle les esclaves n'ont pas attendu le décret signé le 27 avril 1848 à Paris pour se soulever victorieusement. Il deviendra la référence en la matière pour tous ceux qui revendiquent le 22 mai comme date officielle de l'abolition de l'esclavage. En Martinique, les syndicats, les partis communistes, progressistes et indépendantistes, les militants politiques et culturels furent les relais de cette revendication. Des commémorations et de nouveaux récits de l'abolition de l'esclavage apparaissent alors, mettant au centre, et parfois de façon exclusive, le rôle des esclaves au détriment des autres acteurs qui y ont contribué. C'est ainsi que la date du 22 mai s'est imposée comme la date effective du soulèvement des esclaves de Saint-Pierre et du Prêcheur, celle qui a eu pour conséquence l'arrêté signé par le gouverneur le 23 mai 1848. Alors nous sommes de retour pour ce démo 4 paroles. Nous avons hélas un petit problème technique et nous avons perdu Audrey Célestine. Alors on essaie de régler le souci, on va continuer. Ah, elle est là. Audrey, est-ce que tu nous entends? Alors Audrey, si on t'avait perdu, on va un peu revenir sur les questions que je te demandais. Alors, est-ce que tu peux revenir, parce qu'on a été coupé, pour nous sur les politiques de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage? Oui, tout à fait. Alors, j'ai continué un peu à parler, mais je vais reprendre ce que j'ai dit quand je parlais dans le vide. Oui, non, ce que je disais, c'est que dans les objets généraux de la Fondation, j'ai l'impression que ça recoupe. Non. Dans les objectifs généraux de la Fondation, il y a la transmission, la visibilisation de l'histoire de l'esclavage, des traites, mais également des héritages en fait de cette histoire-là dans le présent et dans la manière dont est façonnée la société française aujourd'hui. Et je pense que ça c'est une dimension à laquelle moi je suis particulièrement sensible, c'est de comprendre notamment la place des stéréotypes, mais également des discriminations, du racisme dans la société d'aujourd'hui en rapport avec ce passé. Il y a toute une dimension également de célébration de figures oubliées ou généralement peu mises en avant et liées à cette histoire. De manière générale aussi, quelque chose de l'ordre de la visibilisation, célébration de la place de ces territoires qu'on désigne comme des territoires d'outre-mer dans l'histoire nationale. Et effectivement, voilà, donc transmission, pédagogie, prendre acte et expliquer
ce qu'on peut désigner comme la diversité de la société française aujourd'hui, sont voilà, les grands objectifs de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et également, ce que je disais et qui me semble important, c'est que ces orientations politiques, c'est pas des orientations politiques partisanes, dans le sens où c'est pas voilà, c'est pas une fondation qui fait de la politique partisane. En revanche, je pense qu'il y a un objectif général d'antiracisme et de compréhension, en fait, de l'histoire et de l'ancrage et des configurations et reconfigurations du racisme dans la société actuelle, et puis de mise en avant, de célébration de certains types et de modèles de société. Et donc ça, c'est effectivement, on peut considérer que c'est une option politique dans une certaine mesure. Donc voilà, ça, ce sont un peu les objectifs généraux et politiques de la Fondation tels que je les entends comme membre du comité scientifique de la Fondation. Justement, j'ai une dernière question. Comment est-ce qu'on peut au final au mieux concilier l'histoire et la mémoire dans l'espace public? Et est-ce que le mémoriel en lui seul suffit? Alors, pour moi, la réponse à ça, c'est que la dernière réponse, c'est clairement non. C'est-à-dire que, de manière un peu paradoxale, parce que c'est une chose dont je discute beaucoup avec les collègues ou avec mes étudiants, je suis assez critique en fait du mémoriel pour le mémoriel, parce que pour moi ça n'a pas de sens. Et je pense effectivement, moi j'ai toujours pris, mais ça c'est ma position, mais comme une manière de faire avancer l'histoire, de faire avancer la connaissance historique. Et que finalement, si on regarde un petit peu de manière très concrète la manière dont les différents comités autour de la mémoire de l'esclavage ou même la Fondation aujourd'hui travaillent, c'est vrai qu'il y a un gros travail. Il y a certes une logique de commémoration, mais il y a très clairement une logique de transmission de savoir historique, faire pousser pour que des travaux se fassent sur ces questions, pour que ces travaux soient valorisés, pour que les choses soient comprises dans des logiques qui soient moins binaires. Parce qu'effectivement, moi je pense qu'il y a effectivement un vrai piège à rester uniquement dans d'un domaine qui serait de l'ordre du mémoriel et du symbolique, même si le mémorial c'est beaucoup plus que le symbolique. Tout à l'heure, Elisabeth Landy parlait des enjeux et des problèmes concrets, pratiques que peut rencontrer une jeunesse aujourd'hui en Martinique et qui va se traduire par des demandes sur le plan mémoriel, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Il ne s'agit là que d'une toute petite partie de l'enjeu. Et je pense effectivement que, alors, et encore une fois, ça c'est ma position à moi, c'est que le mémoriel peut, voilà, une fondation pour la mémoire de l'esclavage, pour moi, ça permet de faire avancer des pions dans le champ historique, de faire comprendre davantage de choses. Il y a aussi tout un tas je veux dire, on a aussi, par le biais de telles institutions, la possibilité que d'autres voix soient entendues, et pas que la voix des historiens professionnels, qui ne sont pas les seuls qui ont leur mot à dire sur le passé, et que le fait que des associations, qu'on soit d'accord ou pas avec elles, et d'autres types d'acteurs soient partie prenante des enjeux relatifs au passé, je pense que c'est une très bonne chose. Après, voilà, moi, de mon point de vue d'enseignant-chercheur, il est important pour moi que la connaissance historique sur un mode non binaire, sur un mode qui soit voilà, qui permette véritablement de comprendre la complexité de ces sociétés et par extension de l'histoire de France, c'est très important. Et donc du coup, bien évidemment, le mémoriel, ça ne peut pas suffire, d'autant plus qu'on lui assigne des objectifs très lourds de vivre ensemble et finalement de résolution d'enjeux qui, à mon sens, ne peut être résolu que si on s'attaque de manière vraiment frontale à la question des inégalités structurelles qui prennent, qui sont notamment véhiculées par la question du racisme. Mais je pense que cette question des inégalités, elle n'est pas subsumée par la question de la mémoire. Où le mémoriel ne peut pas suffire en tant que tel, et il est important d'avancer sur un certain nombre d'autres domaines parallèlement. Merci beaucoup Audrey de vous être rendu disponible pour nous aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant ce que vous nous avez expliqué. Vous nous montrez justement combien c'est complexe cette histoire et combien c'est complexe de lier histoire et mémoire, et que tout cela s'inscrit dans un processus, donc forcément un temps long. Merci beaucoup, et on va terminer notre émission en continuant, enfin on va plutôt continuer, mais avant de la terminer, sur la troisième partie de l'émission qui va s'intéresser à l'enseignement
un sujet qui, depuis un an, revient régulièrement dans les débats publics. Et pour en discuter, nous accueillons Elsa Juston, qui est présidente de l'association Lyon-la-Caraïbe, mais qui est avant tout professeure agrégée d'histoire géo. Bonjour Elsa, bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, Elsa, on entend souvent les Martiniquais dire qu'à l'école, on ne leur apprend pas leur histoire. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est une bonne question pour commencer ce démo 4 paroles, en tout cas cette partie. C'est vrai que c'est, j'ai envie de dire, un laïus qui revient assez souvent depuis toujours. Et on a régulièrement ce mythe de nos ancêtres les Gaulois qui est très utilisé, mis en avant et semble-t-il d'actualité. Alors, il faut déconstruire ce mythe et déjà commencer par dire qu'avant la loi Taubira et avant les années 2000, des professeurs d'histoire-géographie d'ici, de Guadeloupe, de Guyane ont œuvré pour l'enseignement de ces questions à leur manière et dans leur quotidien de professeurs. Beaucoup de personnes ont été formées en ce sens-là, et pas seulement en histoire-géographie, puisque même en sciences naturelles, il y avait un enseignement tourné vers la connaissance de la nature, etc. Mais c'est vrai que les années 2000 constituent pour l'enseignement de ces questions un tournant. Déjà, avant la loi Taubira, il y a surtout la loi d'orientation pour l'outre-mer en 2000, qui va favoriser évidemment une réflexion aussi bien sur le plan politique, économique, mais aussi sur le plan culturel. Et avec cette loi, on va voir arriver l'enseignement notamment de la langue créole et de la culture créole, qui va s'accompagner d'une réflexion sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie. C'est ainsi que naissent et sont publiées en 2000-2001 les adaptations d'un programme scolaire, c'est comme ça qu'on les appelle à ce moment-là, qui sont des textes qui viennent compléter le programme national et parfois remplacer certaines thématiques du programme national pour les insérer dans l'enseignement ici. Alors c'est vrai, au départ, c'est une loi qui s'accompagne de grands efforts de mise en œuvre, de formation, d'insertion, et surtout, elle est accompagnée de la publication d'un ouvrage d'histoire-géographie anti-Guyane, qui est le fruit d'un travail collaboratif entre les trois académies, qui sont d'abord pendant longtemps associées et qui sont dissociées ensuite, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Donc ce manuel paraît, l'enseignement commence, c'est vrai, mais cet enseignement n'est pas figé. Il change à la mesure des nouvelles réformes de l'enseignement en histoire-géographie. Chaque fois qu'il y a un programme national, il y a derrière un programme adapté. Mais c'est vrai que ce programme-là se fait parfois en décalage. Et la loi Taubira va venir s'insérer dans une dynamique qui existait déjà. Voilà. D'accord. Donc justement, quel était l'apport de la loi Taubira dans l'enseignement des questions de traite, d'esclavage et d'abolition, à la fois dans les écoles martiniquaises et également dans l'Hexagone? Alors, il faut dire que le vrai apport de la loi Taubira, c'est au niveau de l'Hexagone. C'est vraiment une avancée majeure, parce qu'avant la loi Taubira, les questions liées à la traite, à l'esclavage, notamment transatlantique, ne figuraient pas dans les programmes tels quels au national. Ces questions-là n'étaient abordées que dans l'outre-mer français et la traite transatlantique que dans les Antilles françaises et la Guyane française. Alors, avec la loi Taubira, on voit rentrer par cet article 2 la nécessité d'insérer ces questions dans les programmes. Cependant, si la loi est parue en 2001, il faudra attendre 2016 pour voir ces questions-là rentrer dans le programme de collège. Il y a le rythme des lois, publication à l'Assemblée nationale, mais après, il y a tout un processus interne à l'État qui fait qu'il y a un décalage qui s'instaure entre la loi, sa publication et sa mise en œuvre, sans parler des changements politiques et des changements de présidence, parce que ça aussi, ça a une influence. Donc en réalité, ce n'est vraiment qu'à partir des programmes de collège de 2015-2016 qu'au national, on voit rentrer ces questions qui occupent une grande place dans le programme de 4e et qui sont un peu réactualisées dans le programme de seconde. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a le texte de loi, il y a les programmes, il y a la mise en œuvre. Et la mise en œuvre dépend de la liberté pédagogique du professeur. Attention, la thématique est obligatoire. Maintenant, le professeur est libre de l'aborder dans un sens ou dans un autre, de commencer par lui, de terminer, et d'aller vers des formes qu'il choisira, visites de musées, de lieux, etc. Donc ça, c'est pour le national. Ici,
la loi Taubira n'a pas vraiment changé grand-chose en termes de contenu, puisqu'il y avait déjà les adaptations de programmes scolaires. Ce qui va changer, c'est que l'adaptation va diminuer un peu, puisque dans la partie nationale et obligatoire pour tous, il y aura plus de traités d'esclavage. Et cette adaptation va au fur et à mesure se recomposer en fonction des programmes qui sortent. Alors, il est vrai que selon les réformes, il y a plus ou moins d'adaptation, parce que nous ne sommes pas maîtres des programmes. Et donc, il y a parfois des réformes qui vont vers des programmes relativement différents, je pense notamment au lycée, et qui n'ont pas permis facilement une adaptation. Et aujourd'hui, depuis les nouveaux programmes de lycée 2019 et la mise à jour des programmes de collège en 2020, on est vraiment sur des adaptations qui sont conséquentes, avec des thématiques qui sont larges, aussi bien de la période précoloniale au XXe siècle, avec tous les questionnements sur la départementalisation. Mais je tiens à dire aussi que cette adaptation ne concerne pas que l'histoire, elle concerne aussi la géographie, et c'est important de le rappeler, parce que s'insérer dans son espace caribéen est aussi important, se recentrer et développer une identité à la fois caribéenne, française et européenne, c'est notre richesse. Et donc cela fait partie, cela nécessite de réfléchir sur des enjeux de société, notamment liés à l'agriculture, la question de l'empoisonnement à la chlordécone, la question de la gestion de l'eau et d'autres idées, notamment en termes de puissance dans la Caraïbe qu'on peut étudier en classe de terminale. Ce sont toutes ces thématiques qui sont présentes, vivantes, mais qu'il faut aussi défendre, parce que chaque fois qu'il y a une réforme, eh bien, à chaque fois, il faut justifier à nouveau en interne la pertinence de ces adaptations pour les conserver. Les adaptations de programmes, c'est vraiment une victoire, mais c'est une victoire à défendre et qu'il faut inscrire dans le temps, notamment par la formation des professeurs, aussi bien à l'Hexagone, surtout même dans l'Hexagone qu'ici. Et c'est là que le rôle de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage sera intéressant, puisque la Fondation a commencé ce travail de formation, notamment on les a vus dans certaines académies de France hexagonale ou encore de Guyane, en Guyane. Et donc vraiment, avec Oliron la Caraïbe, on appelle de nos voeux le développement de ces formations qui vont permettre aux professeurs de compléter leur formation initiale, parce que nous ne sommes pas tous formés totalement de la même manière, nous avons des spécificités. Et donc c'est la formation qui va permettre de se saisir de ces questions et de voir apparaître un peu plus d'éléments d'adaptation ou d'enseignement dans la France hexagonale. D'accord, merci. Alors, juste pour que les gens comprennent, est-ce qu'on peut avoir un exemple de ce que l'élève de 4e apprend sur la traite, l'esclavage et les abolitions? Tout à fait. Alors, en classe de 4e, on a, comment dirais-je, une entrée par le mouvement qui est créé, un mouvement économique, le commerce qui est créé par la traite négrière et l'esclavage. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder ce thème, mais là où il est intéressant, c'est que c'est un thème qui est centré sur l'esclave lui-même, c'est-à-dire l'Africain qui est capturé et qui fait la traversée, et ses conditions de travail et surtout la violence coloniale une fois dans l'habitation, et l'importance de ce commerce pour la France. On voit aussi bien les aspects dans les ports français que sur les côtes africaines, que sur la société d'habitation. Et cette complexité, en fait, qui permet de comprendre un système qui est beaucoup moins triangulaire qu'on le pense, puisqu'on parle beaucoup de commerce triangulaire dans le langage courant, mais c'est un système très complexe qui permet aux jeunes de comprendre aussi que la société d'habitation, eh bien, elle est composée de plusieurs catégories de personnes. On peut voir le rôle des libres de couleur, leur positionnement, on peut centrer sur les conditions de vie et de mort et de souffrance des esclaves, mais on n'est pas dans un enseignement victimaire, mais bien dans un enseignement qui permet d'appréhender une complexité et un fonctionnement dans un système qui est marqué par la violence, certes, mais aussi par des adaptations et des accommodations. Les esclaves les esclavisés ont été également acteurs de ce système colonial-là. Donc en 4e, c'est surtout par cet axe qu'on va étudier la traite et l'esclavage. En seconde, l'axe est légèrement différent, parce qu'on va aborder plutôt les notions de contact dans un premier temps entre les sociétés précoloniales, Kalinago, et la société coloniale qui est en train de se mettre en œuvre, avant de voir plus tard en classe de première plutôt la colonisation sous l'angle des rapports entre métropole et colonie.
dans un rapport de domination coloniale et de voir les plans, l'organisation d'un système qui rentre dans une visée coloniale beaucoup plus large, puisque ici nous faisons partie de l'ancienne colonisation, des vieilles colonies. Et donc là, en premier, on recentre, on se déplace vers une colonisation plus accélérée au XIXe siècle, la course au clocher et l'insertion des enjeux abolitionnistes dans ce contexte-là. D'accord, donc on voit bien que cette histoire, elle est enseignée, peut-être pas encore parfaitement, ni suffisamment, mais qu'elle l'est de toutes les façons. Et quels sont les enjeux liés à l'enseignement de ces questions aujourd'hui? Alors, selon moi, le premier enjeu, c'est un enjeu qui ne dépend vraiment pas des professeurs, c'est un enjeu qui dépend de la hiérarchie et de la rapidité avec laquelle on va pouvoir écrire des adaptations lorsqu'un programme sort. Il faut dire quand même que les programmes de lycée ont été parus, ont changé en 2019 et qu'on n'a attendu qu'une année avant de voir arriver des adaptations qui sont entrées en vigueur en septembre 2020. Et ça, c'est une prouesse. Quand on regarde les anciens textes, il y a parfois 5-7 ans d'écart entre le nouveau texte et les adaptations. Donc ça, c'est très bien et c'est ce qu'il faut encourager. Il ne faut pas qu'on ait d'écart qui pourrait expliquer qu'une cohorte de 6e à la 3e ne voit pas d'adaptation parce qu'il n'y a pas de texte. Le texte n'est pas paru et finalement, il apparaît 2-3 ans après leur départ du collège. Donc ça, il faut le savoir. Donc c'est le premier enjeu, c'est ça. Le deuxième, pour moi, c'est un enjeu de formation. Un enjeu de formation aussi bien initial que continu. Initial déjà parce qu'il faut que notre université se porte bien pour que la recherche puisse continuer. Il faut soutenir notre université pour que les chercheurs puissent produire et former des jeunes chercheurs. Et si on est si attaché à ces questions liées à la connaissance en histoire, mais aussi en géographie de notre bassin caribéen, de notre Martinique, Guadeloupe ou encore Guyane, eh bien, osons commencer des études d'histoire ou de géographie, osons nous rapprocher d'un laboratoire de recherche lorsqu'on a déjà soutenu un doctorat et qu'on veut continuer à produire. Donc vraiment, j'ai envie de dire, il faut que notre laboratoire, en particulier je pense à l'IHPGE, je pense au laboratoire LC2S, il faut que ces laboratoires-là soient accompagnés. Et là encore, il faut des politiques publiques, il faut de l'argent, j'ai envie de dire, là où ils se trouvent, pour soutenir ces laboratoires et leur permettre de continuer. Que nos chercheurs aient la possibilité d'aller sur le terrain et de mener vraiment des éléments de recherche. Alors, il y a des laboratoires hexagonaux aussi qui travaillent sur ces questions, mais c'est quand même intéressant que nos chercheurs martiniquais, nos futurs chercheurs, nos doctorants martiniquais soient en mesure de mettre en avant ce qu'ils font. En Guadeloupe également, évidemment. Donc cet enjeu-là sur la formation initiale est importante et elle s'accompagne d'une réflexion sur la formation des professeurs ici, sur l'accompagnement de l'INSPE Martinique-Guadeloupe pour favoriser la préparation des concours internes ou externes de professeurs ici en Martinique et aussi en Guadeloupe. Et puis il y a un enjeu d'enseignement, de formation continue, bien entendu. Alors j'en parlais tout à l'heure, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage se lance dans des programmes de formation et c'est de nouer des partenariats avec des académies pour rentrer dans les plans de formation comme font d'autres fondations. Donc je souhaite que cela s'accompagne et que les professeurs dans leur académie qui le peuvent puissent faciliter ces contacts et cette prise en compte de cette question qui est très importante, sans s'enfermer, mais qui est importante. Et puis, toujours dans la formation continue, accompagner tous ceux qui se lancent dans des événements de vulgarisation ou de formation. On va citer quand même l'existence de l'université Hergivert en Guadeloupe, avec le docteur Maël Lavener qui se lance dans une université populaire en ligne sur une application. On a aussi en Martinique la doctorante Valérie Annette Montmariette avec Olivon l'Histoire qui se lance également et qui depuis plusieurs années fait des balades historiques dans des villes de Martinique. Et puis, il y a Jessica Pierre-Louis qu'on vient de voir avec Tant d'Histoire qui alimente son blog. Et ce sont des initiatives qu'il faut soutenir et encourager qui permettent la formation continue également. Alors justement, toutes ces initiatives ne sont pas du fait de l'enseignement, elles sont hors du cadre de l'enseignement. Connaître son histoire passe par l'enseignement, mais pas uniquement. Et toutes ces initiatives à côté, associatives ou autres, c'est ce qu'on appelle de l'histoire publique, de la vulgarisation de l'histoire. Et pourquoi est-ce que c'est important, cette vulgarisation de l'histoire ?
Alors c'est très important puisque Audrey le disait tout à l'heure, les historiens n'ont pas le monopole de l'histoire. Beaucoup de personnes s'en saisissent et c'est bien, mais parfois des personnes s'en saisissent de la mauvaise manière et ne sont pas toujours en capacité d'avoir une distance critique avec ce qu'elles racontent. On a parfois une instrumentalisation qui peut être dangereuse et qui peut donner lieu à des simplifications qu'on a beaucoup entendues d'ailleurs au moment de toutes les réflexions autour des différents déboulandages. Alors, c'est aussi ce qui nous a conduit, nous, professeurs d'histoire-géographie, à donner naissance à Olivon la Caraïbe, parce qu'il nous semblait qu'il était nécessaire de faire entendre notre voix et de mettre à disposition de tous notre pédagogie et notre connaissance en pédagogie pour pouvoir transmettre. Nous connaissons les travaux des différents chercheurs, et bien on se dit pourquoi pas être ce pont-là qui permet de s'appuyer sur leurs travaux de recherche et donner quelque chose qu'on va appeler de la vulgarisation, qui est adaptée, qui est pédagogique et surtout qui est complexe. Parce que voilà le risque, quand on n'est pas habitué à ce genre d'initiative, c'est de simplifier à outrance et on rentre dans une caricature assez binaire de blanc, noir, de mauvais, bien. Et c'est cette complexité qui est nécessaire pour comprendre nos sociétés à nous. D'où le projet Olivon la Caraïbe. Alors tout à fait. Alors, et ça justement pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ne connaissent pas encore les travaux d'Olivon la Caraïbe, est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer que fait Olivon la Caraïbe? Alors, Olivon la Caraïbe, c'est une association, donc nous sommes des professeurs d'histoire et de géographie, nous sommes 14 de la Martinique et de la Guadeloupe pour le moment, avec des sensibilités diverses et variées, et nous lançons dans un projet de vulgarisation s'appuyant sur les sciences sociales. Donc, histoire, géographie beaucoup, mais aussi sciences sociales et politiques, on l'espère de plus en plus. Et l'idée, c'est de mettre en ligne gratuitement, la plupart du temps, tout est gratuit, des contenus à regarder, donc des capsules vidéo qui vont aborder des thématiques et questionner. Il s'agit on a vu quelques extraits tout à fait. Lors de ce live-là. Absolument. Il ne s'agit pas de rabattre ce qu'on a déjà entendu, voilà, mais de vraiment s'appuyer sur une approche qui est renouvelée, qui permet de questionner et de renverser un peu des perspectives, avec parfois des titres qui interpellent, mais qui font réfléchir, en tout cas on l'espère. Ces capsules vidéo sont ouvertes à tous, elles sont sur les différents supports, et elles permettent en quelques minutes d'aborder une thématique. À côté de cela, on a aussi une chaîne de podcast, et là on rentre dans des conversations qui sont un peu plus scientifiques, puisque là on donne la parole aux chercheurs et aux historiens, politologues, etc. Géographes. Voilà, géographes. Et l'idée est vraiment de leur permettre de parler de leur recherche, de leur intérêt pour les disciplines. Derrière, bien sûr, il y a la volonté de susciter des vocations, de se dire que voilà, il y a des parcours qui sont atypiques. On a chez nous des chercheurs quand même qui arrivent à faire des choses importantes et qui ont un parcours professionnel extraordinaire, donc autant le faire savoir. Ça permet aussi de donner la parole à d'autres personnes, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias, mais qui ont des choses à raconter, qui avec passion viennent discuter de leur projet de recherche. On a aussi une rubrique à lire. Alors notre rubrique à lire est une rubrique qu'on publie moins fréquemment, parce que ça demande un peu de temps, mais on publie en fonction des thématiques qui nous tiennent à cœur. Récemment, on a eu un dossier sur la mitraillade du Lamentin 1961 qui a attiré beaucoup l'attention. Donc ce sont aussi des contenus différents pour ceux qui n'ont pas forcément envie de regarder des vidéos. On essaie de répondre à plusieurs types de personnes qui vont certaines préfèrent écouter, d'autres préfèrent voir, donc d'autres préfèrent lire. Donc on a des petits billets qu'on va publier. On peut aussi héberger des choses s'il le faut, si les chercheurs nous demandent de publier quelques petites choses de vulgarisation. Donc on est sur 3 types de contenus majeurs. À côté de ça, on fait des événements comme celui-ci, comme ce démo 4 paroles. Il faut souligner que ce sont des choses qui sont possibles aujourd'hui grâce aux dons, grâce aux adhésions et grâce aussi à ce qu'on a récolté lors de notre université Olivon la Caraïbe, qui était une université en ligne, payante,
mais c'était aussi l'occasion pour nous d'avoir de l'argent pour pouvoir faire d'autres projets comme celui-là et financer. Donc on ne fait pas du tout de profit au Liron la Caraïbe, on est vraiment dans une démarche très bénévole et l'argent est totalement utilisé pour mettre en avant, pour marquer des événements, pour faire nos émissions, puisque dans nos médias traditionnels, ces questions-là sont abordées assez rapidement et on n'a pas forcément l'opportunité d'avoir 2 heures d'émission, et bien on l'a créé et on fait ce démo 4 paroles. Donc on a d'autres projets en perspective qui seront financés grâce à ces contributions. Et donc j'en profite pour remercier nos adhérents et tous ceux qui ont participé à ces financements. C'est grâce à vous qu'on peut faire des rendez-vous de ce type. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces productions dont tu parlais? Est-ce que tu peux nous Tout à dire? Fait. Alors, nous avons notre site internet olironlacaraïbe.com qui est vraiment notre plateforme numérique sur laquelle vous allez tout retrouver. Et pour ceux qui préfèrent les réseaux sociaux, nous sommes sur tous les réseaux. Instagram, Twitter, Facebook, notre chaîne YouTube. Et donc l'idée est vraiment, tout est publié de manière simultanée sur tout ce que je viens de citer. D'accord, merci Elsa. Notre émission arrive à sa fin, ce premier démo 4 paroles. On espère qu'il sera suivi d'autres. En tout cas, on a passé un très bon moment. Les débats ont été riches, les discussions en tout cas ont été riches et j'espère que chez vous, vous avez au moins retenu quelques éléments. Et pour conclure, je crois que la première chose qu'il faut retenir, c'est que nos intervenantes l'ont bien montré, l'histoire elle est complexe et elle s'inscrit dans un processus long, dans un temps long. Et je crois que le mot important d'aujourd'hui, c'est le mot processus. À la fois, l'abolition s'inscrit dans un long processus, l'histoire, la reconnaissance de la mémoire de l'esclavage, de la traite, s'est inscrite dans un processus, l'enseignement également, l'enseignement et même l'avènement de la loi Taubira résultent de processus. Et en fait, en histoire, le processus, les faits montrent qu'un processus n'est pas linéaire, il ne se fait pas de façon constante, il y a des avancées, il y a des reculs, et on voit bien aujourd'hui, vous avez vu aujourd'hui toutes ces avancées, ces reculs, ces moments où il y a eu des temps d'arrêt, de recul, mais toujours pour mieux avancer. Et puis il faut surtout retenir que l'aboutissement du processus mémoriel passe par une prise de conscience collective des enjeux de celle-ci, mais aussi des freins, et que ces freins peuvent être endogènes, c'est-à-dire de chez nous, et puis dans nos territoires, et puis exogènes, venant de l'extérieur. En tout cas, pour cette première, je tiens à remercier chaleureusement nos intervenantes, Dominique Rogers, Jessica Pierre-Louis, Audrey Célestine depuis Paris, et puis Elsa et Elisabeth Landy pour la team Oliron la Caraïbe, sans oublier notre réalisateur Gilles Cazeneuve. Vous pourrez retrouver cette émission en replay sur nos réseaux. Je vous remercie et à très bientôt.